Ancien patron de Radio France, de France Télévisions, journaliste bien connu, Patrice Duhamel mène une véritable enquête. On est 80 ans après l'armistice, le 8 mai 1945, donc le 8 mai 2025. Il y a 80 ans, la France retrouvait sa liberté, Patrice Duhamel, et à un moment donné, une forme de vérité devait surgir. Pourtant, vous nous racontez dans ce livre l'histoire incroyable d'une photo dont pendant 52 ans, on a caché l'existence, 52 ans après la guerre. Oui, c'est ça qui est extraordinaire et c'est ça qui m'a donné envie de faire cette enquête. Quand j'ai découvert cette photo, comme tous les journalistes d'ailleurs et tous les Français, et au-delà des frontières nationales, le 1er septembre 1994, dans la couverture du livre de notre confrère, grand enquêteur, formidable livre, Une jeunesse française sur le parcours le parcours de François Mitterrand de 40 à 45. Quand j'ai vu cette photo, d'abord j'étais stupéfait de la voir, puisque on va la revoir. Voilà. Donc, cette photo, il faut bien la voir en plein cadre. Il s'agit donc du 15 octobre 1942. On est à l'hôtel du Parc de Vichy. Le QG de Pétain. Voilà. Et on a Pétain. Qui reçoit François Mitterrand pendant une vingtaine de minutes. François Mitterrand, à ce moment-là, il est dans les associations qui s'occupent des prisonniers français. Et donc, c'est à ce titre qu'il vient voir le maréchal Pétain. Donc, le futur président de la République est à ce moment-là est pétainiste. Alors, il est pétainiste. Il est à Vichy depuis 10 mois, depuis janvier 42. Il est pétainiste. Juste un mot, la différence entre le maréchalisme et le pétainisme, très important. Parce qu'en 40, la majorité des Français est maréchaliste. C'est l'homme qui a fait don de sa personne à la France, etc. Tout ça va voler en éclats très vite. Voilà le jeune Mitterrand à ce moment-là. Il est où, Mitterrand a 26 ans. Donc, il a été fait prisonnier en 40. Il a fait 2 tentatives d'évasion qui n'ont pas réussi. La 3e, très courageuse, qui a réussi. Il fait quelques rencontres. Il va voir des proches à travers la France. Il passe la ligne de démarcation. Il va voir sa famille à Jarnac. Et puis, il arrive à Vichy en janvier 42. Donc, prêt à travailler pour le maréchal Pétain. Première question, pourquoi va-t-il à Vichy ? Alors, il y a des recommandations familiales. Sa famille est très à droite. Ça, il a toujours, bien entendu, assumé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, c'est la première question. Pourquoi va-t-il à Vichy ? Il n'a pas vraiment répondu. En gros, ce qu'on comprend de ce qu'il dit à ses camarades à ce moment-là, c'est là où ça se passe, quoi. Oui. Mais alors, il y en a c'est d'autres. un ambitieux, peut-être. Oui, alors il est très ambitieux. Il veut une place. Il est déjà brillant, pour les choses soient claires, il est déjà brillantissime. Il est charismatique. Quand il arrive quelque part, tout le monde le remarque. Il est très jeune. Pétain, 86 ans, lui, 26 ans. Il y a 3 générations qui les séparent. Mais il est très impressionné par Pétain. Il a un attachement à la personne de Pétain, comme beaucoup de Français, souvenir de la guerre de 14, de Verdun, etc., etc. Mais il adhère aussi à une partie de la doctrine de la Révolution nationale. Il est absolument pas antisémite, il faut que les choses soient claires. Même si le maréchal l'est. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je dis une partie de la doctrine de la Révolution nationale. Il n'est pas antisémite, il n'est pas xénophobe, mais tout ce qui tourne autour de l'ordre moral, ça lui convient. Mais l'antisémitisme de Pétain et de Vichy, déjà, ne l'empêche pas d'aller lui serrer la main ce jour-là. Non, et on est bonne question, parce qu'on est 3 mois après la rafle du Veldiv. Oui. On est alors... à ce moment-là, tout le monde est au courant. Les lois anti-juives ont été décrétées en 40 et 41, et contrairement à ce qu'il dira à El Kabbach dans l'interview qui suivra la publication du livre et de la photo en septembre 94, contrairement à ce qu'il dit ce jour-là. Alors le Monde avait dit il a eu un trou de mémoire. Enfin bon, il dit ça concernait les juifs étrangers. Les lois anti-juives concernaient tous les juifs. Qu'est-ce que c'est qu'entre guillemets, avec des énormes guillemets, la race juive, ce qui est une expression monstrueuse. Et puis les métiers interdits aux juifs, la liste des métiers. C'était affiché, la liste des métiers, etc. Alors, tout ça était connu. Lui a dit, quand j'étais prisonnier, je ne savais pas. Ça, c'est possible, c'est plausible.
Mais après 10 mois à Vichy, où il n'est pas dans le premier cercle de Pétain, mais quand même, c'est un jeune homme ambitieux, extrêmement intelligent, cultivé, etc., il ne peut pas ne pas savoir qu'il y a eu les lois anti-juives. Il ne peut pas ne pas savoir qu'il y a eu la rafle du Veldiv en juillet 42, c'est-à-dire 3 mois après le jour où il va voir Pétain. Et il écrit dans cette période, ce vieillard magnifique, cette statue de marbre, etc., etc. Mais là, il y a une photo. On vient de voir cette photo. Il y a une photo qui est prise. Oui. Ce jour-là, il n'est pas mécontent que cette photo existe. Non, et il sait qu'elle existe. Oui. Il ne la garde pas, mais il sait qu'elle existe. Et il a des camarades qui la gardent à ce moment-là, des camarades de Vichy. Après, progressivement, il va commencer en fabriquant avec des amis des faux papiers pour les prisonniers, et puis il va rompre avec Vichy février-mars 43. C'est pas exactement ce qu'il va dire dans sa biographie officielle après. Ah non, mais en 69, c'est pas ça. La biographie officielle veut dire qu'il avait été résistant dès le premier jour. Il n'avait jamais été vichiste. En 69, il écrit, entre guillemets... Rentré en France, virgule, je devins résistant sans problème déchirant. Fermez les guillemets. Exit Vichy. Il n'en parle pas. Après, il sera obligé, quand il comprendra que les choses vont sortir, l'enquête de Péan, etc. Bien plus tard. Bien plus On tard. va en parler parce que c'est là 52 ans pendant lesquels cette photo, et vous allez nous le raconter parce que c'est votre livre, elle va être dissimulée. Mais à ce moment-là, il va se fabriquer une biographie glorieuse qui cache, qui dissimule. C'est 300 cette année, un peu plus d'une année à Vichy. C'est un mensonge officiel. Oui, et il ne veut pas, même sur la Francisque, la décoration pétainiste qu'il aura en 43, certains pensent que la photo, c'est la remise de la décoration. C'est pas ça, là. Oui. Il n'y a pas de photo de la remise de décoration. Il est décoré de la Francisque. Ce qui est une décoration très importante. Comme 2200 autres, voilà. Et il faut avoir des parrains qui sont vraiment très importants. Donc il l'a voulu, cette Francisque. Alors, il ne peut pas l'avoir eu sans l'avoir voulu. Il y a deux thèses que je présente dans le livre. Je n'arbitre pas, je laisse les lecteurs faire leur idée. Les historiens ont donné les deux thèses. Il y a une thèse qui est, Vichy le récompense pour sa contribution à ce qu'il a fait pendant un peu plus d'un an. Et puis l'autre thèse, qui est soutenu par un certain nombre de résistants d'ailleurs, où on dit c'était une couverture pour lui, ça lui permettait de rester à Vichy et d'avoir des activités. On le lui a remis, cette Francisque, qui a eu une... Elle a été, il l'a reçue. Il l'a reçue. Il l'a reçue et il avait deux parrains. Le premier, c'était, on dirait aujourd'hui, l'attaché de presse de Pétain, premier cercle. Et le deuxième, qui est vraiment lourd, qui s'appelait Gabriel Janté, qui était un des cofondateurs de la Cagoule, quand même. Et donc ça, c'est quand est-ce qu'il la reçoit, cette Il la reçoit en 43, la on est déjà dans la période où il est supposé être résistant, là. Oui, alors c'est pour ça qu'il y a ce débat entre... Ça se chevauche. Il est à la fois exactement. vichiste et résistant. Voilà, et il devient, bonne question, pardon, il devient l'incarnation de ce que les historiens appellent, à partir de ce moment-là, les vichisto-résistants. Lui, il a été sincèrement pétainiste, puis sincèrement résistant. La rupture avec Vichy, on peut considérer qu'elle est un peu tardive, février-mars 43. Il continuera de fleurir la tombe du maréchal Pétain. Oui, alors après, quand il sera président, voilà, et il dira, mais c'est le Pétain de Verdun et c'est le Pétain de la Première Guerre. Oui. Mais il refusera de reconnaître la responsabilité de l'État français dans la rafle du Veldiv qui avait eu lieu 3 mois avant. Ce que fera son successeur, Jacques Chirac. Il le refusera toujours fermement. Oui, absolument. Et dans la fameuse interview avec El Kabbach, il dit clairement, mais non, je n'ai pas à m'excuser, pas du tout, c'était pas la France. Alors il dira pas la France était à Londres, mais il considérait que c'était pas la France. Il sera l'ami de René Bousquet. Alors, il sera l'ami de René Bousquet. Il a été l'un des instigateurs de cette fameuse rafle du Veldiv. Oui, absolument. Mais il sera l'ami de René Bousquet après que René Bousquet ait été blanchi par la Haute Cour. Jugement très contesté par beaucoup d'historiens, très contesté par cette personnalité immense qui était Robert Badinter, très proche de François Mitterrand. Par ailleurs, ils en ont parlé entre eux, mais Robert Badinter était tellement ami et fidèle de François Mitterrand qu'il s'est contenté de dire ou d'écrire on s'est vu pour parler de Bousquet, ce n'était agréable ni pour l'un ni pour l'autre. Oui. On imagine il va maintenir cette amitié pour jusqu'en 86, à la dernière limite, jusqu'au moment où il est avéré, on dirait aujourd'hui documenté, que Bousquet a été l'organisateur zélé, il est allé au-delà de ce que lui demandaient les nazis, de la rafle du Veldiv. Mais en même temps, parallèlement, il y a une véritable...
Pétain, les sentiments sont, on va dire, un peu mitigés ou confus, mais pour De Gaulle, il a une hargne contre le général de Gaulle, qui est quand même l'homme de la France libre. Voilà, et il y a ce duel De Gaulle-Mitterrand. Oui. Ils vont se voir 3 fois, et ça se passera à chaque fois il va être très mal. Beaucoup plus clair que par rapport à Pétain. Oui, absolument, pour De Gaulle. Ça c'est clair. Alors, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'avais vraiment envie d'écrire ce livre, c'est une anecdote que l'on m'avait racontée, mais qui est beaucoup plus avec un grand A, qui est en exergue du livre, le jour où Pompidou va dire directeur de cabinet de Gaulle pendant la traversée du désert, 23 juillet 51. Le jour où Pétain meurt, Pompidou, qui est le bureau d'à côté, va voir le général, il dit « Mon général, Pétain est mort ». Silence. Et il ajoute c'est une page qui se tourne. Et De Gaulle fait cette réponse extraordinaire. Détrompez-vous, Pompidou, cette page ne se tournera jamais. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tellement marqué que ça a contribué à mon envie de faire cette enquête. C'est incroyable à travers cette histoire de cette photo, parce qu'il y a une véritable enquête policière que vous menez, Patrice Duhamel. Mais il y a aussi derrière, après toute cette période où la France veut oublier, veut tourner la page, la fameuse phrase de Georges Pompidou qui dit c'était un temps où les Français ne s'aimaient pas, il faut tourner la page. Voilà. Donc on ne veut pas revoir cette photo finalement. Voilà, en 65... novembre, on est à 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle au suffrage universel, la première. De Gaulle va être mis en ballottage par François Mitterrand, qui va affronter au second tour. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Roger Frey, lui apporte la photo. Il dit « Bon, général, tout le monde vous attaque, vous ne voulez pas répondre, vous ne faites pas campagne ». Ce qui est vrai, De Gaulle n'avait pas voulu faire campagne. Il considérait qu'il était au-dessus de ça. Il fera campagne entre les 2 tours, mais pas avant le premier tour. Et donc, le ministre de l'Intérieur lui dit il faut l'utiliser, il faut la sortir. Vous vous rendez compte, Mitterrand, il a fait le coup d'État permanent. Cette photo pouvait faire tout basculer au plan politique. Bien évidemment, oui. Et la carrière de Mitterrand pouvait s'arrêter. Alors, chacun peut avoir son sentiment, mais enfin, cette photo, à ce moment-là, était tellement énorme. Elle a déjà été considérée comme un événement considérable en 94. Vous imaginez qu'en 65, ce que ça aurait été. Et De Gaulle dit 3 choses quand il voit la photo. Il dit 1, Mitterrand est une arsouille, ça veut dire, dans l'argot, c'est un voyou. 2, je ne ferai pas la politique des boules puantes. Et 3, cette phrase extraordinaire, qui n'est pas gaulliste, mais gaulienne. Imaginez qu'un jour, François Mitterrand soit président de la République. Je ne veux pas affaiblir la fonction présidentielle. Oui. Alors, les téléspectateurs ont le droit de comparer cette observation avec ce qui se passe aujourd'hui, avec le monde politique d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'au fond, Mitterrand le savait, ça? Est-ce qu'il devait à Charles de Gaulle à ce moment-là? Non, mais ça fait partie du romanesque et près de cette situation un peu shakespearienne. C'est-à-dire que après De Gaulle, Pompidou et Giscard auront la photo et ne l'utiliseront pas non plus. Même Giscard peut dire un mot, vous allez dire un mot là-dessus. Parce que Giscard, à 3 reprises, en 74, mais la campagne est très rapide, Pompidou est mort, ça dure 3 semaines. Et puis il est élu. Donc, et puis il est élu. Il gagne. En 78, je révèle, je suis tombé par hasard sur des archives de l'ancien ministre de l'Intérieur de Giscard, Michel Poniatowski, où il raconte ses rendez-vous secrets, lui, Pognat, représentant Giscard, avec Mitterrand, où ils se mettent d'accord. Tout le monde pense que la gauche va gagner. Ça va être la première alternance, ça va être la première cohabitation. Et il y a un pacte de non-agression que j'ai découvert et que même les amis de François Mitterrand, depuis que le livre est sorti, avouent me disent « mais on ne savait pas, personne ne savait ». Ça fait partie du François Mitterrand qui cloisonnait tout, et qui cultivait le secret, etc., etc. Ce qu'on ne peut pas lui reprocher, ça c'est tout à fait son droit. Et puis c'est aussi le climat de la résistance, parce que comme je l'ai dit... Une forme de machiavélisme, diraient ses adversaires. Voilà. Et pacte de non-agression avec Giscard en 78 pour qu'il n'y ait pas d'attaque personnelle. Donc pas question de sortir la photo. Et il attendait de Giscard que le président qui restait en place dans cette hypothèse de cohabitation l'aide à affronter et à contenir les communistes. Oui. Donc c'est des archives extrêmement importantes. Je suis tombé dessus. Mais pour 1981, là où Giscard cette fois va être battu. Giscard en 81, il se pose vraiment la question parce qu'il est très attaqué sur l'affaire des diamants. Il y a aussi toute la polémique sur la mort mystérieuse de Robert Boulin, qui au jour d'aujourd'hui n'est toujours pas d'ailleurs éclairci. Vraiment, on ne sait toujours pas si c'était un suicide ou un donc on va dire que ça ne vole pas. Il ne peut pas avoir cet argument. Mais il y a la jurisprudence de Gaulle qui est
on ne rouvre pas les fractures de cette période. Donc Giscard dit ça. Vous citiez la phrase de Georges Pompidou. On est toujours dans cette jurisprudence. Les plaies, on les rouvre. Et puis, les centaines de milliers, pour ne pas dire plus, de familles françaises qui se sont déchirées entre 40 et 45, on va rouvrir tout ça et il faut éviter de le faire au nom de l'unité nationale. Et ça, Mitterrand le sait pour Giscard ? Non, Mitterrand ne le sait pas non plus. Non, je pense, je n'ai pas la certitude, mais je pense qu'il le saura pour Chirac, parce que Chirac, Premier ministre de Mitterrand, a lui aussi la photo. Il connaît l'existence depuis Georges Pompidou, et il ne l'utilise pas non plus contre Mitterrand. Je pense que Mitterrand saura que Chirac avait ce document et ne l'a pas utilisé, et je pense que c'est pour cette raison, notamment, pas seulement, mais notamment, qu'il lui donnera un sacré coup de main en 95, contre Balladur au premier tour, et même face à Jospin au second tour. Il préfère avoir Chirac comme successeur, même que Lionel Jospin socialiste. 52 ans d'aventure, on va dire, on peut parler d'aventure de cette photo. Et un jour, vous l'avez cité, Pierre Péan, journaliste d'investigation. Par hasard. Découvre cette photo et la met en couverture d'un livre. Il y a cette photo-là en couverture du livre, et à côté, la photo du Mitterrand résistant, Morland, avec une petite moustache. Avec une petite moustache, mais à ce moment-là, est-ce que c'est Mitterrand qui donne cette information à Pierre Péan Non, pas du tout. Péan a trouvé la photo par hasard. En revanche, sur le livre lui-même, Péan a rencontré très souvent, je crois que presque une dizaine de fois, François Mitterrand, qui par ailleurs avait sous-estimé l'impact du livre. Mais comment il la trouve, dite par hasard? Comment Pierre Péan a pu trouver cette photo qui était restée secrète pendant 52 ans? Il y a sur la photo, vous l'avez montré tout à l'heure, un troisième homme qui a été également emprisonné par les Allemands, qui s'est évadé et qui est arrivé à Vichy, sera tout de suite, lui, résistant, qui est une personnalité très forte, qui sera arrêté par la Gestapo et qui va mourir dans un convoi pour Dachau. Et la veuve de ce monsieur, qui s'appelle Marcel Barrois, Pierre Péan lui téléphone quelques mois avant de sortir le livre et lui dit « Madame, est-ce que vous auriez des documents, une photo avec Mitterrand et votre mari ?» Et elle lui dit je vais chercher. Puis elle le rappelle quelques jours après. Et elle lui dit oui, j'ai trouvé une photo. Il y a mon mari, il y a Mitterrand et il y a aussi Pétain. Et c'est comme ça qu'il a la photo. C'est incroyable. Mais tout est incroyable dans cette affaire. Et alors Pierre Péan reçoit un coup de fil, c'est ce qu'il racontait, après la publication de cette photo, de ce livre, de Mitterrand, lui disant « Vous m'avez tué, vous avez lâché les chiens sont lâchés ». Oui, alors après, ils vont un peu se réconcilier parce que le livre était factuel, était honnête. C'était pas un réquisitoire contre Mitterrand. Mais les faits eux-mêmes étaient quand même terribles. Et surtout, tout le monde a été stupéfait par ce qui était découvert, et la photo et le reste. Et les socialistes, les premiers. Je parlais de Jospin tout à l'heure. Il a exprimé... le droit d'inventaire. Oui, il a exprimé sa surprise, sa déception, voire sa douleur. Moscovici aussi, Manuel Valls aussi. Tous les socialistes. Il y en a qui ont dit on ne veut pas lire ce livre, très bien. Mais il y en a beaucoup qui ont été quand même totalement stupéfait, scotché par ce qu'il découvrait. Mais ce qui est faux, c'est que même malade, et il va l'être après François Mitterrand, toute sa vie, tout le restant de sa vie, et vous avez cité l'interview avec Jean-Pierre Elkabbach, avoir à se justifier de tout ça. Oui, alors là, il y a un moment aussi tout aussi shakespearien que les autres, c'est-à-dire que je pense que cet homme malade, 14 ans au pouvoir, il avait quand même envie de faire passer un certain nombre de messages et de donner sa vérité. Alors sa vérité, ça n'est pas la vérité. C'est une partie de la vérité, mais pas toute la vérité. Oui, qui était un peu, au fond, et c'est ça qui est aussi passionnant dans le livre, Patrice Duhamel, c'est au fond une vérité de cette France où tout n'est pas ni tout noir ou ni tout blanc. Oui, où les clairs-obscurs sont les plus nombreux et vont perdurer après la guerre. Et quand des amis ou des journalistes lui posaient des questions quand il était président sur la Francis, sur Vichy, pas sur la photo, parce qu'on ne la connaissait pas et on ne connaissait pas cet entretien avec Pétain, mais lui parlait de cette période, il disait toujours, ça a fait le titre d'un livre de Georges-Marc Benamou, jeune homme ou jeune fille, enfin là c'est jeune homme. Vous ne pouvez pas dire ça, vous ne savez pas, c'était plus compliqué que ça. C'était la thèse de François Mitterrand. C'était personne ne peut juger parce que c'était une période tellement incroyable. On n'était ni blanc ni noir. On passait par le gris. C'est ce qu'il a dit pour, à la limite, non pas innocenter René Bousquet, mais dire tout le monde, personne n'était ni noir ni blanc, alors qu'on parlait de René Bousquet qui avait été l'instigateur de l'arabe du Veldiv et qui avait collaboré, et même au-delà de ce qu'on lui demandait avec les nazis. Lui, sur Bousquet, dira
qu'il a commencé à le fréquenter après que Bousquet ait été blanchi par la haute cour, de manière assez incroyable d'ailleurs, et jusqu'au moment où il est avéré que c'est lui qui a organisé la rafle du Veldiv. À ce moment-là, il coupera les ponts. Mais c'est entre 47 ou 8 et 86. Ça fait quand même 35 ans. Dans l'intimité, reçu à Latché, en famille. À l'Élysée. Oui, à l'Élysée également. À Rue de Bièvre. Oui, il est très proche. Et dans ce livre, je rappelle des phrases que Mitterrand confie à Péan sur René Bousquet, qui sont des phrases flatteuses. Après, bien entendu, à partir du moment où il sait que c'est lui qui a organisé la rafle du Veldiv, avec zèle, comme je l'évoquais tout à l'heure, là, bien entendu, à ce moment-là, il coupera les ponts totalement. Il arrivait à couper les ponts avec ses amis et avec son passé. Non, mais là, il ne pouvait pas ne pas couper les ponts, c'était pas possible. Oui. Non, là, franchement, avec René Bousquet, c'était impossible. Impossible. Oui, ce qui est incroyable, c'est enquête, la photo, donc publiée aux éditions de l'Observatoire, l'histoire secrète du document qui aurait pu bouleverser la Ve République, mais finalement, ne l'a pas bouleversé. C'est aussi ça, au fond, les mensonges. Non, mais ça révèle... L'histoire est basée aussi sur des secrets. Ça révèle un certain nombre de choses. Oui. Je suis frappé par les réactions que j'ai des lecteurs depuis le livre est sorti il y a un mois. Là, je signais des livres avec ma femme dans un salon il y a quelques jours où il y a des lecteurs qui venaient me voir et qui me disaient « Bon, alors nous, on a voté pour Mitterrand 2 fois. Si on avait vu cette photo, on n'aurait pas voté pour lui. » Et puis d'autres qui disent « Oui, mais ça, c'est la vieille histoire, donc on aurait quand même voté pour lui. Bon, ça nous aurait pas... beaucoup plu, cette photo et ses relations avec Pétain, mais enfin quand même, voilà. Mais beaucoup disent on n'aurait pas voté, on n'aurait jamais voté pour lui si on avait su ça. Mais c'est cette période avec les bons ou mauvais côtés aux lecteurs de juger, je termine le livre en disant ça, ce culte du secret. Je crois, j'ai toujours pensé à ça, mais là ça le confirme, il y a les grands hommes d'État français, les premiers présidents notamment, qui ont vécu la guerre, qui savent ce que c'est que le tragique de l'histoire et qui se situent à un niveau élevé, qui évitent des querelles personnelles, qui abîment le débat, etc. Et puis après, on passe à autre chose. Oui. Et voilà, je pense que les présidents qui ont suivi, après Chirac, on est passé à autre chose. Merci Patrice Duhamel. Ça s'appelle La Photo, c'est absolument passionnant. Donc cette photo qui aurait pu changer l'histoire et qui est devenue une page d'histoire. Merci Patrice Duhamel d'avoir été avec nous.